Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Ce carnet de guerre est consacré à la nouvelle sortie Briscard, à savoir le livre de la saison 2, L'éveil des abîmes. Une nouvelle race jouable, les Ichtiens, nous attend et ce livre décrit grosso modo tout ce qu'il faut savoir. Il y a également des informations sur les colosses et les montures, de nouveaux types d'unités qui sont très intéressants et qu'on va un petit peu discuter. Les Ichtiens, vous pouvez les voir un petit peu ici, vous voyez pas grand chose mais c'est pas grave, ils sont en train d'être séchés parce que je viens de les sous-coucher. Et du coup, vous pouvez aller sur le site de TGCM, observer déjà ces petites bêtes sorties tout droit de l'océan. Bouquin, qu'est-ce qu'on a dedans? Est-ce que ça vaut la peine? Le prix du bouquin, on commence tout de suite, c'est 29 €. Couverture solide, qualité comme d'habitude, exemplaire au niveau du matos. Cette fois-ci, il y a le petit titre là et vous avez sur la tranche les infos. Cool. Le bouquin, toujours tout en couleur. En page un peu plastifiée comme ça. Enfin, vraiment, la qualité est là. On se fout pas de notre gueule pour le prix qu'on paie. Qu'est-ce qu'on a dans ce livre? Alors, des petites infos sur des Ichtiens. On a notamment un plan de la capitale Nessos. Je ne sais pas. Neso, bon bref. Capitale enfouie. On a un peu de background. Ça fait toujours plaisir de découvrir qu'une nouvelle race a un historique quand même. Ça fait du bien. Et on va commencer avec le vif du sujet. Alors déjà, tous les artworks du bouquin sont comme ça. Ils donnent très envie d'avoir les figurines. Vraiment. C'est comme d'habitude, les dessins sont hyper représentatifs de ce que l'on peut attendre au niveau des sorties. Je vais vous montrer juste un ou deux... Alors vous avez déjà vous avez déjà le bouquin le dessin de la couverture. C'est un dessin que vous avez pu retrouver dans le teasing de la saison 2. Donc vous avez déjà sans doute vu ce dessin là. Il est où? Donc là on a des dessins par exemple pour les montures qui font enfin ce yak est trop cool. Je veux dire, il a une tête qui est trop bien. On a... Je vais quand même vous le montrer, machin. Voilà, on a le gros singe. Alors on se dit c'est un colosse Sundar, mais rien n'est moins sûr. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Enfin bref, il y a des dessins qui sont vraiment trop bien. Et puis ceux-là, également, qui représentent donc des Ichtiennes, du coup. On découvre également que les Ichtiens sont des mammifères, vu que s'il y a une poitrine... c'est qu'il y a allaitement. Enfin bref, on va pas débattre sur la reproduction des animaux, ou pas, vu que c'est digital. Alors, les règles additionnelles, déjà, nouvelle race dit nouvelle règle, il y a quelques petites règles en plus. Amphibie, choc électrique, créature aquatique et mucus. Alors, amphibie et créature aquatique se ressemblent. Un briscard doté d'une de ses compétences ne subit pas de malus de mouvement dans l'eau profonde et peu profonde. Créature aquatique rajoute qu'il peut porter une armure en eau et se battre. Il peut porter une armure dans l'eau, pardon, et se battre dans l'eau également. Les différents malus qu'il y a au niveau de l'armure s'appliquent quand même quand il est sur Terre. Chose qui est très intéressante, et ça je dis bravo parce que tous ne le font pas, c'est qu'il y a une espèce de petite mise à jour des profils déjà sortis. C'est-à-dire que pour Amphibie, Gustave, Boisja et Yakart possède cette compétence, ainsi que Dixon. Donc du coup, on revient un petit peu, on regarde un petit peu les profils déjà faits, et on les améliore, et où on les modifie. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on n'oublie pas ce qui est déjà sorti, et c'est pas un mal. Les mises à jour, c'est ça, ça sert à ça. Question, pourquoi est-ce que les... comment ils s'appellent? Les Birgus n'ont pas ça. Voilà. Ça me vient à l'esprit maintenant, en fait. Je veux dire, c'est des crabes, il n'y a pas de raison qu'ils soient pas... qu'ils aient pas, eux aussi... Bon, je vais pas réfléchir pendant la vidéo. Mais bref, qu'ils n'aient pas aussi ce genre de choses. Quoique, j'ai peut-être trouvé une raison pour laquelle il n'est pas. Choc électrique, ça c'est une nouvelle compétence, et c'est une compétence qui est absolument redoutable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes affecté par un choc électrique, au début de votre activation, au début de la figurine, de l'activation de la figurine, vous allez jeter un dé sur 5 ou moins, il perd 1 PA par effet choc électrique sur la tronche, et sur 6+, eh bien l'effet prend fin.
C'est-à-dire que si vous êtes affecté par 3 chocs électriques, si vous ratez ce jet de dés, entre guillemets, vous perdez 3 PA sans en avoir pu faire. Ça va être hyper handicapant pour votre tour, du coup, parce que vous avez espéré avoir, je sais pas, 7, 8, voire 9 PA. Si vous en avez un tiers qui gicle, ça risque d'être plus compliqué. Les consommables, ni sorts ni consommables, n'interrompent les chocs électriques. Et ça, c'est très balèze. Alors peut-être qu'il y aura des sorts dans le futur qui vont, ou des équipements qui vont annuler un choc électrique, mais en tout cas pour l'instant, ça n'est pas le cas. Créature aquatique on a vu. Mucus, c'est une compétence qui augmente. Enfin, c'est une compétence qui fait que les esquives, les feintes et les désengagements coûtent 1 PA de moins. Et ça, c'est très très bon. On apprend aussi que Sumac et Jarod possèdent Mucus comme inscrit sur leur carte de profil. Sumac qui prend un de up, notamment avec la règle poison qui va venir après. Mucus qui a une compétence donc, qui est très très bien, surtout qui est très forte au niveau des esquives, je trouve. Ça rend les esquives à 1 PA et c'est vraiment vraiment très très bien. Les feintes et les engagements aussi, mais l'esquive, je pense que ça va être... c'est un gros plus. Vous avez des informations concernant les contrats, les alliances et les formats de bande. Alors ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'avec la menace Tichtienne qui est sortie de sa flotte, vous avez la possibilité, si vous jouez, je ne sais pas, si vous jouez Kintor, d'engager un Tuléen. Pourquoi pas. Vous avez un tableau qui vous résume ça ici. Bien entendu, ce contrat aura un surcoût, c'est-à-dire que si vous engagez une figurine qui n'est pas de votre bande, enfin pas de votre race entre guillemets, ou qui n'a pas, ou qui a un petit, enfin qui n'a pas, là vous voyez un petit Stumpfel là, ou qui est vide là, vous allez devoir payer un plus. C'est-à-dire que par tranche de 50 PO, par tranche de 50 PO, même incomplète, vous allez payer le coût du chiffre qui est à l'intersection des cases. Donc si je suis Kintor et que j'ai engagé un Tuléen, je dois payer 5 PO de plus par tranche de 50 PO que vaut la figurine que je vais engager. En exemple, on prend un champion harponneur qui vaut 85 PO. Vous allez devoir payer, si vous êtes Kintor, 95 PO. Parce que du coup, recruter un Tuléen, c'est 5 PO par tranche de 50. Vous allez devoir payer 95 PO pour avoir ce champion harponneur. Mais par contre, ça laisse une porte ouverte à déjà, vous aimez une figurine dans une faction, mais vous n'aimez pas particulièrement la faction, vous pouvez la jouer en payant un peu le surcoût. Les mercenaires également peuvent engager des figurines d'une autre faction, ça veut dire qu'ils vont pouvoir combler leur manque de magiciens, entre autres. Il y a plein de choses comme ça qui vont pouvoir être faites. J'ai évidemment pas trié toute la liste de ce qui pouvait être fait. Je pense qu'il y a moyen de faire des combos un peu crades. Mais je pense aussi que ça ne va pas forcément être archi bourrin et que du coup ça risque d'être comment dire ça, d'être équilibré quand même. Donc je pense qu'il y a des choses qui seront fortes, mais voilà. De même que les mercenaires sont toujours engageables par tout le monde sans surcoût. Ça, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Les alliances, c'est la même chose, mais si vous voulez engager plusieurs figurines d'une même bande. Qu'est-ce qu'on a? Alors vous avez des informations concernant les alliances et les contrats en tournoi, les alliances et les contrats en campagne, pardon. Et on arrive au format de bande. Il faut savoir donc que dans ce livre, il y a 2 unités entre guillemets. Il y a un type de figurine supplémentaire, c'est les figurines imposantes, et dans ces figurines, il y a 2 catégories. Vous avez les colleuses d'un côté et les montures de l'autre. Peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, on ne sait pas. Donc, pour bien jouer ces créatures imposantes, le format a changé un petit peu. Si vous en avez 0 dans votre bande, vous pouvez jouer à 400 PO, ce sera tout à fait équilibré comme il faut. Si vous voulez en jouer 1, il faudrait passer à 500, 2 vous passez à 600, 3 et plus vous passez à 900 carrément. PO, c'est pour un peu équilibrer les parties et prendre du plaisir à jouer ces créatures un petit peu extraordinaires, entre guillemets. Des considérations justement là-dessus. La taille du terrain ne change pas, excepté que vous avez la possibilité, évidemment, comme d'habitude, de jouer sur plus grand ou plus petit. Plus petit, ça va être un peu chaud, mais plus grand, pourquoi pas. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est que ces créatures imposantes? Eh bien, ces créatures imposantes, déjà, elles ont une caractéristique en plus, qui est le petit A, qui est l'agressivité.
L'agressivité, c'est un chiffre qui va se rajouter à certaines de leurs actions. Les zones de contrôle de ces créatures passent à une brasse. Donc c'est plus une demi ni deux, c'est un. Il n'y a pas d'allonge possible, excepté pour les armes de cavalerie qui possèdent allonge, et du coup ça passe à 2 brasses pour les montures. Le mouvement des figurines, comme ils sont plus grands, ils peuvent passer plus facilement au-dessus des obstacles et des divers trucs qui sont en chemin. Donc petite modification au niveau des règles de mouvement, enfin clarification plus que vraie modification. Les courses ne mettent pas fin à l'activation, mais ils ne peuvent courir qu'une seule fois. Les couverts, évidemment, comme ils sont plus grands, ils bénéficient moins de protection quand ils sont dans un corps à corps ou quand ils sont derrière un arbre, ou du coup pour eux un bosquet. Donc clarification là-dessus. Le soutien de sur ces figurines, évidemment comme ils sont grands, si vous êtes 2 tout petits sur un grand, ça ne pèse pas vraiment son poids. Donc il faudra être 3 pour bénéficier du bonus de soutien. Les désengagements, comme ils sont grands, une fois de plus, ils n'en ont rien à foutre, donc ils se tirent, peinard, à moins que ce soit une figurine imposante qui soit à leur contact. Ceinturer et assommer, on peut ceinturer et assommer des figurines imposantes, mais elles ont des bonus avec cette agressivité, justement, sur leur jet. On voit tout à fait le petit, je pense à, je sais pas, un papou, par exemple, le pingouin, qui essaie de ceinturer un carcarosse qui fait 3 fois sa taille. Donc vous avez le pingouin qui est là, non, reviens, et puis t'as le colosse qui se barre avec papou à ses pieds. Bref, ça peut être très drôle. On a plein de choses rigolotes en tête. Ils ont des actions spécifiques. Vous avez plusieurs actions que ces figurines peuvent faire de façon générique. Ensuite, plus spécifiquement, il y aura les colosses et les montures où je décrirai les actions de chacun. Vous avez la charge en ligne droite. Grosso modo, c'est comme Mata-Mata. Ça fonce tout droit sur une cible. Et toutes les figurines qui se trouvent sur la trajectoire sont expulsées avec les risques de collision. Vous avez également le piétinement. Comme ce sont des grandes figurines, elles peuvent piétiner les plus petits. C'est une attaque qui est très très forte. C'est une attaque qui à l'origine coûte 2 PA plus 1 PA par figurine affectée en plus de la cible du piétinement. Donc c'est une attaque normale, mais si vous affectez plusieurs figurines, parce que vous pouvez, je vais vous expliquer après comment, vous payez des PA supplémentaires. Grosso modo, le piétinement, vous prenez votre colosse, vous mettez votre colosse sur la figurine que vous voulez piétiner. Donc vous le décalez en fait sur la figurine. Et cette figurine en dessous va se décaler elle-même après. Mais il y aura un jet de défense. Et si au moment du décalage, il y a d'autres figurines qui sont sous le gabarit du colosse, et ben elles aussi subissent des dégâts de piétinement. Donc vous pouvez piétiner 2, 3 figurines. Plus ça paraît un peu difficile, mais il y a peut-être moyen de faire jusqu'à 4. 1, 2, 3... Il y a peut-être moyen de faire jusqu'à 4 figurines piétinées. Mais du coup, ça va donner des gros dégâts. Parce que les dégâts de l'attaque, c'est constitution plus agressivité de la figurine imposante. Et ceux qui ne sont pas la cible initiale, c'est constitution plus agressivité divisé par 2. Donc il y a moyen de faire des gros dégâts avec ce piétinement. Ça va également permettre de bouger en mouvement. Donc vous allez avoir après, si jamais vous êtes repoussé, il va y avoir des dégâts de collision, il va y avoir des tas de trucs pris en compte. Ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Les colosses, les règles spéciales, donc il y a toute une clarification au niveau des colosses. Ils ajoutent leur agressivité sur certaines actions. Ils ont une vision en 360 degrés, ça je vous expliquerai après aussi. Ils manient des armes à 2 mains à une seule main, ils peuvent feinter, etc., etc. Donc vous avez vraiment toutes les clarifications nécessaires. Aussi quand ils se prennent... comment on dit ça ? Quand ils se prennent un tir d'artillerie, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, bref, tout ça. Vous avez une action spéciale pour les colosses qui est le coup d'assommoir. Alors ça, c'est une action qui va, en tout cas dans les parties où je vais jouer les colosses, va être très jouée, je pense. Grosso modo, vous prenez un briscard pour taper sur un autre briscard. C'est tout simple. Première chose à faire, il faut ceinturer un briscard. Vous ne pouvez pas faire ça naturellement. Une fois qu'il est ceinturé, vous faites un jet expliqué là-bas, enfin expliqué dans le livre, pour taper sur l'autre briscard, une autre cible valide donc. C'est une attaque, donc il y a le jet de défense de son adversaire, enfin il y a le jet de défense qui est fait normalement. Si le jet de défense rate, il y a des dégâts qui sont infligés, qui sont assez conséquents parce que ça dépend du briscard que vous utilisez pour taper sur l'autre. Mais de même, le briscard qui sert de massue subit des dégâts. Donc vous faites d'une pierre deux coups en faisant des dégâts à 2 figurines.
Si jamais la défense réussit, enfin quoi qu'il arrive, que la défense ait réussi ou pas, le briscard utilisé comme massue est libéré. Et si le briscard qui n'est pas, enfin qui est victime réussit sa défense, il n'y a pas de dégâts du tout. Donc ça peut être à double tranchant, mais je pense que c'est une action qui va être tellement cool qu'on va le faire. Ça c'est les actions spéciales des colosses, les actions des montures, donc vous avez plusieurs indications, clarification également, les tirs d'artillerie, etc. Mais vous avez une chose importante à prendre en compte, c'est que la monture ne voit que à 180 degrés, elle ne voit pas derrière elle. Donc sur le socle, moi je pense que je vais faire une ligne, comme vous pouvez le voir sur du War Machine ou une Horde, le devant du socle, avec une orientation de 180 degrés, pour être sûr de voir les lignes de vue. C'est les seules figurines qui n'ont pas 360 degrés de vision. Le cavalier, lui, par contre, a 360 degrés de vision. Et ça va être important à prendre en compte. Vous pouvez donc perdre la monture, perdre le cavalier, ces deux figurines séparées sur un même socle, entre guillemets. Donc il y a plein d'interactions possibles. Vous pouvez descendre de la monture, vous pouvez monter sur la monture. Si une monture n'a pas de cavalier et qu'elle est dans votre camp, par exemple le cavalier s'est fait tuer, mais que vous avez une autre figurine à porter, vous pouvez essayer de monter sur la monture. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire au niveau de ces montures-là. Et je pense que ça va être peut-être plus intéressant stratégiquement et tactiquement que les colosses. La monture et son cavalier vont interagir de façon différente. Une monture sans cavalier peut entrer en frénésie, et la frénésie, c'est je charge la figurine la plus proche, que ce soit allié ou ennemi, et je vais essayer de lui pourrir la tronche. Il y a une action supplémentaire qui est orienter sa monture. Comme elle voit à 180 degrés, ben, vous devez la tourner pour qu'elle fasse par exemple une charge en ligne droite. Vous pouvez plus, il va falloir faire attention justement à où regarde votre monture. Et au moment où, quand vous bougez, ben, ça va du coup bouger en ligne droite. Ça va pas... Enfin, vous n'allez pas pouvoir faire des demi-tours comme on fait à Briscard habituellement. Ça va demander un petit peu de gymnastique mentale. On n'est pas habitué à Briscard à avoir ce genre de choses. Mais je pense que c'est pas un mal. Vous avez plusieurs choses à faire avec la monture, plusieurs actions spécifiques. Vous avez la ruade, qui consiste à donner des coups de patte arrière. C'est une attaque classique, mais par contre... Enfin, une attaque classique, c'est une attaque avec le jet de dés qui est présenté sur le bouquin. Par contre, la figurine qui défend a +3 de défense parce que votre monture ne sait pas exactement où elle tape. Donc lui, il peut esquiver les coups de sabot ou autre appendice caudal, s'il y en a. La charge en ligne droite... Ensuite, des clarifications, tirer depuis une monture, attaquer une figurine montée. Si vous attaquez au corps à corps, vous pouvez choisir qui vous tapez, évidemment. La défense, c'est soit la monture qui l'a fait, soit le cavalier, au choix du joueur. Donc si vous tapez la monture, c'est pas forcément la monture qui va riposter, ça peut être le cavalier qui défend sa monture. Ça paraît logique. Si vous tapez le cavalier, évidemment, c'est que le cavalier qui va pouvoir défendre. Il y a plein de petites choses en plus, des petites subtilités qui vont être très 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 intéressantes à mon avis. Si vous tirez sur la monture, ben... soit vous touchez le cavalier, soit vous touchez la monture, soit vous avez une chance de toucher les deux. Bref, il y a plein de petites choses. Vous pouvez, évidemment, vous pouvez aussi chuter d'une monture. Donc il y a plein de choses qui sont très très intéressantes avec ces montures. Vous pouvez essayer de faire peur à une monture, d'en calmer une, de désarçonner le cavalier, bref. Vous pouvez faire plein de choses avec ces montures, je pense que ça va être très intéressant. Il va falloir un peu d'adaptation pour voir comment on peut les jouer bien, je dirais. Mais je pense que ça va être vraiment très très intéressant. Peut-être plus, je l'ai déjà dit, que les colosses. Moi en tout cas, les montures m'attirent un peu plus que les colosses. Surtout que les dessins des montures sont tellement cool que si les figurines y ressemblent vraiment, ça va être trop bien. Je pense que je vais avoir des armées de montures. Vous avez des nouveaux équipements, évidemment, puisque comme il y a les montures et les colosses, il faut des nouveaux équipements et des nouvelles compétences aussi. Les lances de cavalerie, les tridents de cavalerie, vous avez le harnais de monture de guerre, et vous avez des équipements annexes, notamment un que je trouve très très fort, c'est la conque de ralliement. Alors elle coûte un bras, hein, elle coûte vos 50 PO d'objets fastoche. Par contre, pour 2 PA, votre leader peut souffler dedans, et tous les briscards prostrés de votre équipe ne le sont plus. Et ça c'est très fort. Bien que la plupart du temps on en a rarement plus de 2, voire même je dirais plus de 1. Mais quand vous jouez à... comme certains scénarios, vous jouez à 1200 points, là, à mon avis, il y a peut-être moyen d'avoir beaucoup plus de prostrés que juste 1. Donc le conque de ralliement, je pense qu'il va faire son petit effet. Vous avez la pierre d'absorption qui tout simplement absorbe l'énergie électrique, donc les chocs électriques.
Ça veut dire que si vous êtes victime d'un choc électrique, vous ne ratez le jet que sur un 1. Donc ça vous immunise pas mal. Vous avez la pierre d'énergie qui va emmerder beaucoup de magiciens, puisque soit vous avez vous avez deux effets à choisir au début de la partie, soit votre briscard est capable de maîtriser un arcane, soit elle immunise votre briscard à toute forme de magie qu'il cible directement. Les bonus comme les malus, hein, les deux. Mais par contre, je pense notamment à El Sabio, c'est El Sabio, le lanceur de... Oui, c'est El Sabio. Et Torquemada, qui aime bien utiliser des projets magiques, ou même les élémentalistes de façon générale, du coup, c'est râpé. Ça vaut 30 PO, mais je pense que ça les vaut. Et à mon avis, sur votre leader, du coup, il va se ramener, Torquemada va lui balancer un truc, c'est fait « Non, j'ai une pierre d'énergie !» Et bim, il va déjà vachement moins faire le malin, le monsieur. Vous avez une pierre magnétique qui vous permet de renvoyer les chocs électriques sur leur cible. Bref. Le roc du colosse qui est très très drôle. Excusez-moi, c'est... grosso modo, c'est un caillou que vous achetez à vos colosses pour qu'ils puissent balancer le caillasse. Ça fait un effet catapulte, c'est plutôt rigolo. Et ça vaut pas si cher que ça. Je pense que ça peut être sympa. Des mises à jour au niveau des compétences et des équipements déjà existants. Alors, la mise à jour la plus importante, celle qu'on attendait, c'est le poison. Le poison change, il ne fait plus de dégâts. Par contre, il diminue de 1 toutes les caracs, excepté le mouvement de votre, donc CDFM, de votre briscard. Les poisons... Alors, les poisons ne sont pas cumulables. Par contre, son effet se cumule à lui-même. Ça veut dire que à la première activation d'une figurine empoisonnée, votre briscard aura -1 partout. À la deuxième activation d'une figurine empoisonnée, votre briscard aura -2, puis -3, puis -4, puis -5. Si vous le soignez entre deux, ça recommence à 0. Mais si une carac tombe à 0, il n'est pas retiré du jeu. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais ça veut dire qu'il ne pourra compter que sur son D10. Si par exemple il y a une carac qui est à 0, comme la force, pour attaquer, il va devoir lancer 0 plus un D10. Et du coup, ça va permettre au petit briscard de pouvoir faire des dégâts sur des gros. Et ça, je trouve que c'est très très fort. Ça va donner un aspect un peu tactique. C'est-à-dire, j'empoisonne l'adversaire, après je tempère 1 ou 2 tours pour qu'il ait les malus, et après j'attaque avec des petits parce que du coup il est accessible. Notamment sur les colosses qui ont par exemple une constitution de 9, votre petit qui a une force de 3, il va peut-être pas essayer de se faire le colosse, quoi. Ça va pas valoir la peine. Donc le poison va devenir extrêmement important. Ça redonne également des lettres de noblesse au saignement, vu que c'est à part le feu, mais le feu c'est 1 point de dégâts. Ça sera le seul effet qui aura des dégâts en continu. Le poison ne fera pas tout seul, vu que vous n'allez pas tuer une figurine avec le poison, mais ça va devenir un atout indispensable. Les figurines qui ont poison naturellement, je pense à Sumac, par exemple, ou à Meiko, enfin Sumac était joué quand même, mais Meiko était très peu joué, vont revenir un peu sur le devant de la scène, parce qu'ils vont permettre justement d'empoisonner assez facilement. Les potions, alors les potions, ça vous permet d'augmenter les stats pour une activation. Ça va aussi être très intéressant d'avoir la possibilité, du coup je vais booster ma stat de force, comme ça je vais pouvoir mieux taper sur le colosse, ou alors un truc décisif, il faut vraiment que je lui fasse des dégâts. Donc ça va être vraiment bien, les potions elles sont vraiment cool. Et une potion que je n'avais pas vue, peut-être que je l'ai ratée, peut-être qu'elle n'existait pas, c'était la potion d'éther, qui permet de devenir éthéré jusqu'au début de son activation suivante. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui est un petit peu fragile, Nabeshima, un autre magicien, pourquoi pas, ou Meiko aussi, hein. Il est un peu dans la mouise, vous le rendez éthéré, il est plus ciblable par rien du tout, il est libre de se désengager, bref, du coup, tout va bien. Vous avez une potion qui est utile pour essayer de sauvegarder vos figurines. Également, au niveau des différentes armes qu'il y avait à disposition, ou autres équipements, vous avez des clarifications sur le poing américain, le stylet, le dirk, le mousqueton, la gargousse et le boulet, et le tonnet de poudre noire. Ça permet de rééquilibrer un petit peu des objets qui n'étaient pas forcément soit utilisés beaucoup, soit trop utilisés pour un coût moindre.
Donc rééquilibrage, c'est très bien, je suis très content. Qui dit nouvelle faction dit également utilisable en campagne, et comme ils ont tous leurs 3 mâts, eh bien les Ichtiens ne... Oui, les Ichiens. Donc, bénéficient aussi de leurs 3 mâts, même si c'est pas vraiment en 3 mâts, puisque c'est un poisson géant. Donc, des clarifications au niveau de ce 3 mâts particulier. Vous avez les destinations pour les campagnes, des destinations typiquement ichtiennes. Ensuite, vous avez les galeries de qu'est-ce qui est sorti depuis le livre de campagne, avec également l'artwork de couverture qui est superbe. Qui est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Je tiens à féliciter, que je me plante pas, Jérémy Teng pour la qualité de ses dessins et de ses croquis, de ses concepts et illustrations. Il n'est pas seul avec les concepts et illustrations, je veux pas manquer de respect à ceux qui ont fait autre chose. Donc, Vivien Gros et Étienne Willem pour les concepts et illustrations. Mais, messieurs, je vous félicite pour la qualité de vos dessins, en fait, qui rendent hommage au monde de Briscard avec justesse et bon goût. Une table ichtienne qui donne tellement envie de jouer qu'il faut que je rencontre l'équipe pour jouer une partie dessus, c'est pas possible autrement. Je pense que c'est une table qui doit bien faire en 90 cm de haut. Elle est vraiment superbe avec des escaliers, ça descend, ça monte dans tous les sens, ça donne vraiment envie. Et ça n'a pas de prix, je dirais. Vous avez également après tout un feuillet, relativement épais, où vous avez donc les sorties ichtiennes actuelles, donc Carcaros, le Fougou, les Fougous et les Grondins, avec un peu de BG, un peu de trucs, vraiment, vraiment agréable à regarder à ce niveau-là. Ensuite, pendant plusieurs pages, vous avez les futures sorties. Et ouais, enfin... une partie des futures sorties. Donc vous avez un petit peu qu'est-ce que les Ichtiens vont avoir, autant au niveau briscard sur des socles classiques, autant au niveau monture et colosse à venir. Et ça donne l'eau à la bouche, alors on a très envie, vraiment très envie. Moi j'ai hâte de voir personnellement d'Asiatis, qui a l'air d'être un mage, mais je trouvais Nabeshima méchant, sournois, vicieux. Mais quand je vois l'artwork de d'Asiatis, vous le verrez pas bien, je vais pas vous laisser trop longtemps non plus. On se rend compte que Nabeshima, en fait, c'est un gentil minet, quoi. D'Asiatis, il a vraiment l'air vraiment horrible. On a les profils des montures, des colosses à venir, de pas mal de trucs. Une carte spéciale pour Octoros, qui est, d'après ce que je vois, enfin, d'après ce qu'on lit, un des big boss ichtiens. Mais on n'a pas les coups. Je reviendrai sur ce petit détail après, donc on est bien teasé pour pas mal de trucs. Mais c'est pas les seuls, parce qu'après vous avez une page par faction qui vous présente un colosse et une monture de la faction. Je sais pas s'il y aura plusieurs montures par faction, mais en tout cas, il y aura donc... vous avez la possibilité, avec les cartes de profil, mais pas les coups, justement, pour teaser un peu, un colosse et une monture. Alors, les dessins sont absolument superbes. Il y a des idées géniales hein, avec les colosses. Si je prends le colosse qui s'appelle Roi Kong pour les Sundar, là, vous avez une règle sur ce merveilleux singe géant qui s'appelle Romantique. Si un briscard féminin est dans sa zone de contrôle, il peut défendre à sa place. Et c'est tellement juste la bonne idée, le truc cool en plus, qui fait que c'est encore plus cool. Je suis très enthousiaste. Voilà, vous avez donc dans les colosses, vous avez des grands singes, des grands crabes, des grands Bigfoot. Vous avez mention spéciale quand même, il fallait le faire. Pour les Kintors qui ont une créature de Frankenstein comme colosse, et ça vaut tout l'or du monde. Mention spéciale également au niveau du colosse Maok. On aurait pu s'attendre à des tas de trucs, mais non. Il s'agit d'un automate, et ça c'est cool. Enfin, pas tout à fait un automate, mais une création artificielle. C'est osé. C'est comme le Igoré. Il fallait le faire, hein, je trouve que c'est très très bien. Les montures ont l'air toutes plus cool les unes que les autres, avec des designs. Si les figurines sont aussi bien que les dessins, ça va être grandiose. Vraiment, ça va être grandiose. Vous avez également les colosses mercenaires. Donc il y en a deux présentés, notamment celui qui sort le mois prochain, Kotalos,
que vous avez pu voir peut-être si vous avez suivi Facebook. Sur ma page, il y a une photo de cette espèce de minotaure particulièrement aviné. Les mercenaires qui, ben là, eux, par contre, ils ont 2 colosses, mais ils n'ont pas de monture. Donc, à voir s'ils auront une monture une fois. J'imagine que oui, mais elle n'est pas présentée dans le bouquin. Ensuite, vous avez des schémas de couleurs pour les Ichtiens, des illustrations, vous avez les photos, des concours de peinture et des figurines présentées par des gens beaucoup plus talentueux que moi pour la peinture, avec mention spéciale pour le cochinero, avec les œufs dans la poêle à frire, que je trouve vraiment cool, et le trappeur, alors le cochinero de Jérôme Manouvrier, et le trappeur d'Alexandre Morin, qui est hyper cool. Il est super flippant, mais j'adore le schéma de couleur bleu foncé comme ça. Félicitations. Vous m'avez tous les deux tapé dans l'œil, donc voilà. Je vous félicite. Ensuite, on a les scénarios, la campagne ichtienne. C'est une campagne narrative, en fait, entre guillemets. Ça veut dire que vous pouvez la jouer pour faire découvrir les Ichtiens, si vous avez quelqu'un qui joue Ichtien, ou vous-même jouez Ichtien, pour simuler l'invasion ichtienne dans Entropia. Vous avez plusieurs scénarios. Mention spéciale à un scénario que je trouve vraiment cool. C'est le scénario 4 des côtes et des ports, avec autant de jeux de mots que vous pouvez faire, parce que c'est des Quintors, entre autres, qui sont opposés aux Ichtiens, où vous jouez 1200 PO d'attaquants et 1200 PO de défenseurs, répartis en 3 zones de chaque côté. Donc, hop. Un peu comme ça. Donc vous pouvez le jouer à 6, et ça c'est bien. Les scénarios à plusieurs, c'est toujours très cool. C'est vraiment, vraiment super sympa. Les scénarios sont bien, moi je les ai trouvés intéressants. Ça change des scénarios classiques 1 contre 1, parce que bah, là on peut jouer à 3 contre 3. Vous avez beaucoup des scénarios avec beaucoup de points, souvent. Donc ça va vous permettre de sortir plein de trucs. Pas forcément habituel, ou de jouer à plusieurs, tout simplement. Et ça, c'est très très bien. Vous pouvez utiliser ces scénarios en campagne, il y a toujours à la fin du scénar comment l'utiliser en mode campagne, avec des conseils d'utilisation, avec combien est-ce qu'il faudrait, où il faudrait placer votre scénario dans la campagne, pour que vous puissiez avoir assez de figurines pour jouer, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Vous avez un scénario spécial Colosse, qui est le scénario 5, qui est faire pleurer le colosse. Voilà. Qui consiste à essayer de faire tomber un colosse. Je trouve que le scénario est une idée... Enfin, l'idée est assez géniale, et la réalisation est assez cool. On s'imagine les petits, entre guillemets, balancer des lassos pour faire tomber le colosse, comme dans Gulliver. Pas le film, hein, les bouquins. Non, pas le film. Et vous avez le scénario 6 qui met les montures donc sur le devant de la scène, avec un scénario spécialement conçu pour les montures, où les 2 montures face à face doivent essayer de se désarçonner. Une petite joute qui tournera vite au pugilat global, hein, il ne faut pas déconner. Voilà, fin du bouquin. Vous avez l'index qui, je le trouve, est plus détaillé. Donc la table des matières et l'index sont plus détaillés, donc du coup c'est beaucoup plus facile de naviguer dans le bouquin. Un bon point pour vous, parce que je trouve que ça s'est amélioré. Donc, encore une fois, bravo. Et tout à la fin, une page que je ne m'attendais pas à trouver, mais comment faire un décor, l'entrée d'un temple ichtien en ruine. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme matos, les concepts à la réalisation, comment est-ce que on fait ça. Et du coup, c'est assez cool, parce que ça permettra aux gens qui veulent faire un décor ichtien de ne pas forcément galérer, si je puis dire, à faire ça. Il y a une explication qui est bien faite pour comment faire ce temple ichtien. Voilà. Donc, ce bouquin, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que je prévois pour l'avenir? Eh bien, que du bon. Concrètement, ça vaut ces 29 €. N'hésitez pas. Les nouvelles règles pour appréhender les montures et les colosses, de toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, vous y couperez pas. Donc vous pouvez vous le procurer facilement. Au niveau des ichtiens, je vais faire une vidéo dessus, donc je ne vais pas en parler très précisément. Les modifications, les ajouts de règles sont très bien.
sont très bons. C'est des règles qui, à mon avis, en tout cas pour amphibies et créatures aquatiques, même s'il n'y avait pas vraiment de poissons à l'époque, sont des règles qui méritaient d'être là et qui sont importantes pour... on est des pirates, on est sur des bords de mer parfois, il y a des zones d'eau, des zones de marais, etc. Donc c'est bien d'avoir ajouté ces règles-là. Et les règles mucus et choc électrique et poison, parce que du coup c'est une modification de règles, mais ça change complètement la vision qu'on a du poison, sont 3 règles qui sont très fortes, mais pas déséquilibrées pour autant, je trouve. Le poison va apporter un aspect stratégique, comme j'en ai déjà parlé. Le choc électrique, bien qu'aléatoire par rapport au poison, va permettre de jouer un coup de poker, et si sur un tour vous ratez votre jet de dés, et que du coup vous perdez 1, 2, 3 PA, ça peut vite être handicapant. Surtout que ça se reporte au tour d'après, hein, c'est pas juste un tour. Donc si vous ratez votre jet la première fois, bah, vous refaites un jet à votre activation, etc. Alors je connais certains poissards qui vont détester ça parce qu'ils vont jamais arriver à s'en débarrasser. Et je connais des gens qui ont de la chance et qui du coup, premier choc électrique qu'ils reçoivent, ils le virent directement et ne voient jamais la couleur du problème. Donc voilà. Il y a cette hypothèse-là. Le mucus, je trouve que c'est une compétence qui est très forte, notamment parce que ça affecte l'esquive. Le désengagement aussi. La feinte aussi, c'est une action qui est vraiment bien, qui est importante, je dirais, qui peut avoir son importance, vu que la plupart des figurines qui vont utiliser esquive, ce sont plus des figurines qui sont un peu faibles niveau corps à corps, donc elles vont essayer de se désengager. Non, je trouve que ces 3 règles sont vraiment intéressantes. Les modifications du poison me plaisent énormément. Du coup, je vais peindre mes coups et les sortir un peu plus souvent. Du côté des équipements modifiés, c'est aussi très bien de les avoir retravaillés. De même que les profils qui gagnent les compétences que vous amenez dans ce livre-là, je trouve que c'est bien. Ça veut dire qu'au moins vous faites attention à vos profils, enfin, ils font attention à leurs profils passés et ne les délaissent pas. Après, je vais pinailler, hein, de toute façon. Mais bon, il y a des petites incohérences. Pourquoi les Birgus ne sont-ils pas des créatures aquatiques ? Pourquoi est-ce que... Dixon, c'est un ornithorynque, ok, mais... Du coup, les Birgus... bref, voilà. C'est tout, c'est pour ça. Les tortues aussi, les Rotuma, au final, pourquoi est-ce que c'est pas des créatures aquatiques ? Enfin, pas des créatures aquatiques, mais des créatures amphibies. Il y a plusieurs trucs comme ça. Alors, vous me direz, oui, c'est des tortues terrestres, attention. Bon, ok. On va pas chercher plus loin, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Ça, c'est les points positifs. Les scénarios sont très cool. Ils changent vraiment des scénarios précédents qui étaient à 1 contre 1, je l'ai déjà dit. Ils donnent envie d'essayer justement les colosses et les montures. Au niveau justement des créatures imposantes, les colosses, ça va être sympa de pouvoir taper avec un autre briscard sur un autre. On aura une pièce imposante sur la table. Ça va être le centre d'attention de la map parce que les tables sont relativement petites. Donc du coup, quand vous posez un colosse, il a quand même un socle de 8 cm. Hein. 8 cm, c'est ça. Sur une table, ça prend de la place. Sur une table aussi qui se veut... maintenant, on va devoir construire des tables avec la possibilité de poser un colosse. J'ai vu beaucoup de tables qui avaient des passerelles qui faisaient juste 4 cm d'épais. Le colosse, il passe pas dessus. Donc, il va falloir un peu modifier les tables pour que les colosses puissent accéder et pas juste rester en bas et se faire canarder 1 million de fois, parce que ça ne servirait à rien. Donc il va y avoir des petits ajustements au niveau des tables de jeu qu'il va falloir faire, ou pouvoir faire, un choix. Je trouve que les montures sont plus intéressantes que les colosses, en tout cas à première lecture, parce que n'ayant pas testé les montures et n'ayant pas testé les colosses, les colosses j'ai extrapolé un peu dessus, vu qu'on a les stats et les coûts de Carcaros notamment. Mais les montures, on n'a rien de tout ça, donc j'espère qu'il y aura une monture qui va sortir avant de la fin de l'année pour pouvoir voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Donc oui, les montures qui seront à mon avis plus stratégiques, plus intéressantes. Il va falloir jouer sur le fait on va pouvoir démonter une monture. Il y a des actions qui sont faites dessus. Les montures ayant un profil, le cavalier ayant un profil, on va pouvoir jouer sur le fait que c'est le mouvement, les PA de la monture qui vont être utilisés pour bouger. Ensuite, le cavalier va pouvoir taper ou faire autre chose. Il va y avoir une interaction comme ça qui, de base, me paraît plus riche que juste le colosse qui va arriver et taper.
Les colosses, la plupart aussi dans les descriptifs, ont des compétences autres, un peu stratégiques, comme le Bigfoot par exemple, Tuléen. Il a Aura de glace qui enlève 1 PA à tous les non-tuléens dans sa zone de contrôle. Donc les colosses ont souvent une ou deux compétences qui va leur permettre d'être joués, pas juste en brut. Et ça, c'est assez intéressant, en plus de d'être joué en brut, en fait. Et ça va être assez intéressant, je pense qu'on va arriver à des trucs vraiment très intéressants. Le seul point noir du bouquin, et point noir c'est beaucoup dire, le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, et c'est paradoxal, parce que je suis évidemment quelqu'un de très curieux, et j'aime bien avoir des infos, on nous aide, et cette fois-ci on nous les donne, les infos, donc je vais râler parce qu'on me donne des infos. Mais voilà, on nous donne les infos sur les stats des colosses et des montures pour toutes les races déjà existantes. Mais on nous donne pas les prix, donc on peut pas vraiment évaluer le truc. On peut pas appréhender complètement la puissance par rapport les uns aux autres. Il manque quelque chose. Moi j'aurais fait j'aurais juste donné le dessin avec un descriptif du colosse, un petit BG dans un petit encart. Soit j'aurais tout donné. Ah non, TGCM a choisi de faire le milieu. Alors après avoir discuté avec Manu sur un des lives peinture, enfin montage de figues le cas présent, c'est parce qu'en fait c'est des sadiques. Voilà, c'est tout. C'est parce que c'est des salauds. C'est parce que c'est des vicieux. Ils veulent nous voir nous torturer, supputer. Voilà, oui, lui je pense qu'il va coûter 200 points. Lui il va coûter 190. Lui machin. Bref, voilà, vous êtes des tortionnaires. Mais en attendant, on est quand même vachement teasé. Et du coup, moi je les attends. Je les attends vraiment. Ne serait-ce que parce qu'on n'a pas la figue et qu'on a juste le concept dessin. Alors, la plupart du temps, les figurines sont hyper proches du dessin, donc on s'imagine très bien la figurine, mais le fait de la voir, la taille et tout, Carcaros étant un colosse, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un petit colosse, donc j'imagine le colosse qui fera plus de cette taille-là, enfin... J'imagine plein de choses maintenant, c'est malin, mon imagination est partie. Bref, en résumé, ce bouquin, allez-y, vraiment. Vous avez rien à craindre, il est 29 €. Il y a ce qu'il faut pour jouer beaucoup hein, avec les nouvelles règles de monture et de colosse. Il y a ce qu'il faut, il y a la nécessité, il y a tout. Vous pouvez y aller. Je vais pas donner une note, mais si je devais donner une note, ce serait de toute façon positif. Le seul point noir que je vous ai donné, c'est justement celui-là, du fait d'avoir été teasé, mais pas jusqu'au bout. Donc non, franchement, bon matos, bonne qualité de livre comme d'habitude, un investissement que je pense vous ne regrettez pas. Voilà mon avis à ce niveau-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le livre Briscard. Les prochaines vidéos vont bien sûr se concentrer sur la sortie Ichtienne du mois d'octobre, ainsi que les tacticas diverses et variées que j'ai repoussées jusqu'à ce que j'ai justement le livre en main. Donc les prochaines vidéos devraient parler de Briscard une fois de plus. Je n'oublie pas les autres jeux, mais je vais quand même finir ce que j'ai dit qu'il fallait que je finisse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et d'ici à la prochaine fois, que les dés soient avec vous.